Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes sur les sujets qui nous intéressent, qu'on soit homme ou femme. Aujourd'hui, on va parler de la mer, de l'océan, on va parler de la bascule, on va parler du cancer, on va parler de guérison, on va parler de maladie, de prévention. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femme. Avec moi sur le plateau aujourd'hui, il y a Jessica Crillon à ma gauche. Comment ça va, Jessica Crillon? Très heureuse. Avec tes boucles d'oreilles, de musique. Tout va bien. Je suis heureuse de rencontrer des personnalités comme vous. Ah, je sens qu'on va se régaler. En face de Jessica, il y a Patricia Fouche. Comment ça va? Ça va très bien, merci infiniment. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vais vous laisser vous présenter, mesdames. On commence par Patricia. Allez, donc je suis Patricia Fouche, de profession esthéticienne, et je suis également engagée sur des combats qui me tiennent à cœur. Je suis administratrice à la Ligue contre le cancer, Comité Martinique, et déléguée aux actions auprès des malades et de leurs proches. Déléguée aux actions des malades et des proches, donc les aidants notamment, mais la famille en général. Voilà. Ok. Qui parfois n'est pas forcément un membre de la famille, hein. Un aidant peut-être parce qu'il n'y a plus de famille ou pas forcément de la famille présente, mais en tout cas les personnes qui sont les plus proches des malades. Voilà. Et depuis combien de temps, Patricia? Depuis 8 ans. Depuis 8 ans. Depuis 8 et on va parler de pourquoi cet engagement, ce que tu fais, et puis aussi de la maladie en Martinique, Bien de sûr. cette maladie du Avec cancer. plaisir. Je me tourne vers Jessica. Jessica Crillon, est-ce que tu peux te présenter, Jessica? Donc, enchantée, je me présente. Je travaille donc depuis quelques années sur la protection de l'environnement marin. Donc, c'est la mer qui m'a amenée à travailler sur ces thématiques fabuleuses que sont la biodiversité. Et je suis aussi écrivaine et poétesse des mers. Donc, c'est pour ça que aussi je viens aujourd'hui pour vous parler de la d'une bascule. histoire. Oui. La bascule, que voilà. C'est un ouvrage qui est conséquent. Il a beaucoup de pages. Il a beaucoup de pages. Tu sais, quand tu fais des livres un peu plus moins épais, les gens te disent il est pas épais, donc il lâche. Non, mais c'est 500. Il faut se lancer, Patricia, Jessica, pardon. Mais justement, c'est ce que je dis aux gens. Ceux qui aiment, c'est parfait. Ceux qui aiment pas, ils peuvent faire un barbecue. Et Non, faut pas brûler les livres. Non. Mais la bascule, donc, on va en dire plus tout à l'heure. Mais la bascule, ça a à voir avec l'environnement. Je disais ça tout. Et l'espérance qu'on peut. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on entend qui sont assez négatives. Hein. On vient d'avoir le rapport du groupe international. GIEC. On va en parler, oui. Donc il y a plein de choses, plein d'impacts sur l'environnement. Et en fait, au bout d'un moment, on se dit mais où sont les solutions? Et donc là, c'est un roman, un conte qui part d'aujourd'hui jusqu'en 2050 et qui essaye de trouver une porte de sortie, mais réaliste. D'accord. Mais alors, donc tu es aussi au Parc naturel marin. Oui. On a reçu récemment Aude Brador, ma directrice. qui est ta boss. C'est ma boss. Voilà. Et tu fais quoi au Parc naturel marin? Alors, je suis chargée de mission patrimoine naturel. Donc, on est maintenant 19. Il y a une équipe à Texaco, une équipe à Trois-Îlets. On a une équipe opération. Ça fait depuis 4 ans que je travaille au sein de cette équipe. Et tu fais quoi, là, patrimoine naturel? Alors, moi, c'est patrimoine naturel. Il y a plusieurs, en fait, dans l'équipe, on est sur plusieurs thématiques. Donc, moi, c'est vraiment tout ce qui va être les habitats, les herbiers, les coraux, les mangroves, voilà. Et puis, tout ce qui va être espèces aussi, hein, donc des mammifères marins au plancton, du plus petit au plus grand. Je travaille vraiment sur la protection de ces espèces, essayer de concilier avec les usages et essayer de faire que... Mais concrètement, tu plonges, tu vas chercher des herbiers, les herbiers, tu vas dans les mangroves, tu vas prendre les sémaphores, qu'est-ce que tu fais? Exactement, alors c'est génial parce qu'il y a plusieurs thématiques. Alors, la plupart du temps, je suis devant mon ordinateur quand même. Oui. C'est moins sexy. Voilà, c'est moins sexy. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a déjà, par exemple, à chaque fois qu'il y a un projet en Martinique qui est lié à la mer, par exemple... Je donne un exemple, un port qui va s'installer avec des projets de mouillage ou par exemple un agrandissement d'une station d'épuration. Et bien, on nous demande un avis. On nous demande un avis, c'est le conseil de gestion. Et nous, on doit essayer de nourrir cet avis avec les impacts que ça va avoir sur les éponges, sur les coraux, sur les herbiers. Donc c'est assez... Voilà, on fait des recherches, c'est assez technique. Et après, il y a aussi les suivis où là, on peut aller en mer. Là, j'ai eu la chance... C'est pas que théorique, quoi. C'est pas que théorie. On rencontre énormément de gens. Là, on organise une manifestation autour de la mer où on va essayer de faire sortir au maximum de grand public en mer. Donc c'est vraiment
assez, voilà, c'est pluridisciplinaire. Mais donc, tu vas quand même sur le terrain. Enfin, moi, je suis fascinée par les herbiers, en fait. Ah, Mais moi, aussi. la vraie question, c'est de me dire, mais est-ce que, à travers tout ce travail, il y a aussi un département prévention, un département information, parce que je crois ils font un gros travail avec les jeunes, notamment, et eux nous a beaucoup parlé de la prévention et de la sensibilisation. Alors là, on a carrément des classes, les aires marines éducatives, qui vont qui ont plusieurs lieux en Martinique, et c'est carrément eux qui gèrent la plage. Voilà, donc ils vont voir le maire, ils sont gestionnaires, et les enfants, quand ils nous parlent, ils nous regardent comme ça dans les yeux, ils disent ouh là, qu'est-ce que vous faites là, les adultes, à un moment donné, il faut gérer cette histoire de déchets. C'est nous qui avons un problème, en fait. C'est nos générations, parce que ces enfants-là, ils sont nés avec cette sensibilité, mais il faut approfondir finalement. Il faut y aller plus loin. Et là, c'est vrai que dans le cadre de la manifestation, on voudrait aussi toucher des quartiers qui n'ont pas forcément l'habitude d'être en mer. Donc en fait, c'est vraiment la mer, elle est à tout le monde, et il faut qu'on arrive à trouver des solutions, d'en parler pour la comprendre. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure en off. Comme il faut savoir discuter de tout, il faut aussi qu'on comprenne de mieux en mieux tout ce qui nous entoure. Et c'est vrai que les herbiers, par exemple, on se dit bon, c'est un herbier, mais en fait, il y a énormément de choses. Déjà, c'est poétique. C'est beau, c'est beau. Voilà, ça inspire les laminaires. Donc je sais que Aimé Césaire, il a fait plein de choses sur les herbiers. Voilà. Mais même quand on est sous l'eau, les cuscutes et les... ça fait du bien de voir qu'il y a un herbier, mais qu'il est vivant, et que dessous, il y a des... L'herbier, c'est quoi? Enfin, les enfants, ils apprennent ça à l'école. L'herbier, c'est un lieu de ressourcement, c'est une nourricerie, je sais pas. Voilà, mais en fait, c'est une nourricerie. Alors, l'herbier, déjà, c'est même pas c'est une plante à fleurs. C'est une plante. C'est une plante à fleurs, donc c'est-à-dire qu'il y a carrément des fleurs sous l'eau, des fleurs sous-marines, et en plus, donc ça produit de l'oxygène, ça permet de nourrir les espèces, puisqu'on a des tortues qui vont se nourrir, mais on a aussi plein de poissons qui vont grignoter tout ce qui s'accroche aux herbiers. Les poissons peuvent se cacher, peuvent pondre, il y a les oursins, enfin, c'est hyper vivant, donc et en même temps, ça nous protège aussi. Et globalement, nos sites, que ce soit les herbiers, les mangroves, on a l'impression qu'on entend, en fait, si tu parles de prévention, on entend ces thèmes dans l'espace public, enfin dans les médias, mais est-ce qu'on est sensibilisé vraiment? Est-ce qu'on fait attention? Quand tu te balades sur les littoraux, le littoral, tu vois le plastique, alors c'est peut-être pas du plastique qui vient de chez nous d'ailleurs, parce que la mer charrie toutes ces choses-là, est-ce qu'on est réellement sensibilisé? Parce que ce qui se retrouve aussi sur le littoral, c'est ce qui vient de la terre aussi, ce qui vient charrier dans les rivières. Est-ce qu'on est sensibilisé? Je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont sensibilisées, mais par exemple, moi qui habite sur la route de Balata, combien j'en vois qui jettent quand même des choses par la fenêtre de leur voiture, et comme on est sur une île volcan, tout descend à la mer de toute façon. Alors c'est vrai que c'est problématique, parce qu'entre les zones usées, les eaux usées, et quelque part, il y a beaucoup de gens qui ne font pas forcément le lien entre toutes ces pollutions et l'impact que ça peut avoir sur les... Qu'est-ce que tu en penses, Patricia? Non, mais clairement, je crois qu'on en a tous entendu parler, mais de là, on en est... Être acteur. Mais complètement, c'est-à-dire d'être engagé sur la préservation effectivement de notre environnement, qu'il soit terrestre ou maritime, j'ai envie de dire, il y a un grand pas. Et je pense qu'effectivement, l'axe de faire cette éducation auprès des enfants, qui sont non seulement l'avenir de demain, mais qui échangent avec leurs parents, qui peuvent aussi avoir, eux, pour le coup, une éducation renversée, et pouvoir interpeller chaque parent en leur disant « Mais non, mais il ne faut pas faire ça. » Mais c'est dur, là, c'est presque théorique. Là, j'ai envie de dire, t'as des générations, par exemple. Mais pas tant que ça. Moi, je vois, nous, au niveau de la Ligue contre le cancer, dans nos axes, par exemple, prévention, chaque année, il y a une grande thématique qui est développée. Ça peut être le soleil, ça peut être l'alimentation, ça peut être l'activité sportive. Et ben, en fait, on a aussi un grand axe auprès des jeunes, des enfants, des adolescents et du milieu scolaire. Et en fait, ça marche assez bien parce que pour le coup, l'enfant sensibilisé va dire à sa maman « Non, mais je ne veux pas manger ces chips ou ce genre de choses. On m'a dit que c'était pas bien. » Et au final, petit à petit, alors c'est un petit peu plus long. Ça, je te l'accorde. C'est un petit peu plus long, mais en tout cas, ça marche. Ça finit par marcher. Absolument. Ok. Oui, tu voulais rajouter quelque chose? Non, je voulais dire que moi, je trouve que c'est très important, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi que ça vienne du politique et de ceux qui gouvernent, qui sont... On l'a dit, ça. C'est-à-dire qu'on se retrouve quand même sur un territoire où on a énormément de voitures, énormément de pétrole. Enfin, c'est global. Voilà, c'est très global. Et même si tout le monde fait des petits efforts, il faut quand même que dans l'organisation du territoire, il y a des efforts, il y a un engagement beaucoup plus fort, et parce que les gens ne peuvent pas tout gérer, c'est pas possible. C'est clair, c'est une approche globale, où on dit holistique même, enfin voilà, plus globale, quoi, 360 degrés. Premier stop dans cette émission, jingle focus.
clair. Colère, hein, oui. Oui, voilà, non, on disait, mais c'est toujours pareil. Dans les jingles, on continue à discuter. Oui, c'est un engagement politique plus global et puis qu'on arrête effectivement de nous faire culpabiliser. Moi, avec peut-être mon petit papier qui s'est malheureusement envolé quand je conduisais, mais voilà, c'est pas de ma faute si effectivement il y a de la pollution et si les mangroves se retrouvent. On le voit déjà, ne serait-ce que dans l'organisation du ramassage des ordures, quoi. Le triage. Le tri, voilà, le tri. Enfin, c'est juste pas possible. Enfin, c'est pas rendu de manière fonctionnelle pour qu'on puisse l'appliquer. Voilà. Et même donc la production. Même la production, on ne devrait pas avoir autant de déchets produits. C'est-à-dire à l'achat. On devrait être dans des lieux où on n'a pas tous ces plastiques, toutes ces choses. Et c'est possible, hein. Par exemple, la Dominique, qui était la première île à interdire le plastique, on m'a dit dernièrement que le verre se transformait, les bouteilles de verre pouvaient se transformer, enfin, ou être recyclées à condition qu'ils ne soient pas teints. Et on a encore des gens qui fabriquent des bouteilles colorées. Il faut juste arrêter ça. C'est-à-dire qu'on a un verre qui est effectivement clair ou blanc, je ne sais pas comment on dit, ou transparent, il est réutilisé. Alors que quand il est coloré, il ne peut pas l'être. Enfin, en tout cas, on m'a dit ça. Donc effectivement, c'est au niveau macro, quoi. Et il y a des règles à faire respecter. Mais comme on a changé avec Focus, on va parler d'autre chose. Donc je veux vous faire commenter. Récemment, on enregistre cette émission, je crois qu'on est le 26 avril, mais récemment, donc on fêtait le droit de vote des femmes, parce que c'était le 21 avril 1944. On oublie ça, hein. Et c'est pas si vieux que ça, en fait. C'est pas vieux du tout. C'était juste avant la moitié du siècle passé, quoi. Donc on va fêter quoi? Donc ça fait combien? 50 plus 20, 70 ans, quoi, un peu moins de 70 ans. Donc, et alors, j'ai trouvé ça rigolo. Donc sur le site de l'Assemblée nationale, cette espèce de florilège, en fait, de points de vue de messieurs, pour la plupart, bien entendu, qui s'opposaient. Donc ils disaient, ces charmants messieurs les députés, ils disaient les mains des femmes ne sont pas faites pour voter. Alors, je vous lis ça vite fait. Donc, les mains des femmes sont-elles bien faites pour le pugilat de l'arène publique? Plus que pour manier le bulletin de vote, les mains de femmes sont faites pour être baisées dévotement quand ce sont celles des mères, amoureusement quand ce sont celles des femmes et des fiancées, séduire et être mère. C'est pour cela qu'est faite la femme. Alexandre Bérard. Alexandre Bérard, rapport du sénateur sur plusieurs propositions de loi tendant à accorder aux femmes. On va vite l'oublier, ce monsieur. Et puis il y en avait un autre qui disait les femmes encore plus inaptes que les hommes à voter. Donc la moyenne des hommes et des femmes sont également incapables de juger actuellement les choses politiques. Elles dépassent infiniment leur capacité d'attention et de compréhension. Donc globalement, les hommes et les femmes ne sont pas aptes, mais encore plus les femmes, quoi. Tu vois, donc oubliez ça. Et puis, donc ça c'est dans le Romain Rolland, donc le Nouveau Monde en 1925. Et puis le vote des femmes, c'est l'aventure. Nous sommes disposés à accorder aux femmes tout ce que leur sexe a le droit de demander, mais en dehors de la politique. Donner le droit de vote aux femmes, c'est l'aventure, le saut dans l'inconnu, et nous avons le devoir de ne pas nous précipiter dans cette aventure. Armand Calmel, Sénat, séance du 5 juillet 1932. Et encore, le suffrage féminin est dangereux. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Donc et puis je précise que les premières femmes députées ont été élues en 1945. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais c'est profondément révoltant et sexiste. Mais en même temps, moi, j'ai juste envie de dire... C'était une époque. Mais je ne suis pas convaincue on modère un peu, mais je pense qu'on n'a pas vraiment évolué. Parce que quand tu vois à l'Assemblée des députés qui se permettent de faire des réflexions sur les tenues des femmes, les robes des femmes, enfin, je veux dire qu'il y a plein de choses dans la vie courante qui font qu'aujourd'hui, je ne suis pas convaincue qu'on ait vraiment évolué. Changé. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Sans compter que, et ici on en a parlé plus d'une fois, sans compter que la charge, tu vois, on l'a vu par exemple pendant le confinement, les femmes ont plus fait la vaisselle, se sont plus occupées de la maison que les hommes, quoi. C'est-à-dire que le partage des tâches domestiques ou le partage des tâches au fait de la responsabilité des enfants, etc., si tu veux, rend les femmes un peu moins disponibles pour ce type de job, quoi. Ouais, mais enfin, quand tu penses qu'on est obligé aujourd'hui de parler de parité pour avoir une égalité, je veux dire que... Ou de voter une loi. Moi, ça me pose un problème, c'est-à-dire qu'on est obligé... Alors, c'est très bien, parce que ça permet effectivement l'accessibilité à certaines femmes, mais enfin, si on n'était pas passé par là, donc ça veut dire qu'en quelque part, on n'est pas un humain à part entière, on n'est pas un homo sapiens à part entière, donc c'est des petites choses comme ça qui encore aujourd'hui, on le voit sur les statistiques
les filles réussissent davantage leurs Bien études sûr. supérieures, Bien sûr. mais par contre, elles accèdent pas au poste à la hauteur de leurs études. Voilà. Parce que maternité, enfin, pas Oui. encore On dit des ça, arguments oui. sexistes. Tout à fait. Et on veut dire ça aussi à l'attention de tous ceux qui disent « Ouais, vous parlez trop des femmes, mais non, c'est ce féminisme, etc. Ça n'a pas lieu d'être, etc. » Donc, il y a encore des choses... Oui, il y a encore du boulot. Hein. Encore du Alors, boulot, Jessica. Moi, j'avoue que c'est vrai que quand je regarde même le paysage des mères en Martinique, je me dis, il y a très peu de femmes. Il y a Je 4 trouve femmes, que je crois, au sein. finalement, Il quelque y en a un part, peu plus qu'avant, quand même. il y en a un peu plus qu'avant, mais le fait qu'on ait eu autant de propos, tout ça, des fois, on se permet moins de choses aussi. Et je vois même sur les poésies, moi, je suis poétesse et autrice, j'ai des livres de poésie avec les plus beaux poèmes de France. Il n'y a pas de femmes pratiquement dans les livres de poésie. Oui. Et là, sur mon roman, justement, j'ai essayé de remettre les femmes, c'est vraiment des femmes, mes héroïnes, parce que j'ai beaucoup travaillé sur les lanceurs d'alerte, sur ces femmes qui ont milité, qui ont été courageuses. Donc, il y a eu énormément de femmes, mais quelque part, on a un peu, on les a rendues discrètes. Je pense à Lumina, ou je pense encore à ces femmes, à Simone Veil, à toutes ces femmes qui existent, qui ont participé à des luttes et qui, quelque part, sont importantes. Et moi, qu'on oublie, que l'histoire peut oublier, quoi. Et moi, c'est vrai que j'ai tendance à faire confiance davantage, au contraire, elles sont moins inaptes, je trouve, les femmes, parce qu'il y a des femmes en Elles sont loyales, il y a des femmes en qui j'ai travailleuses. confiance, et dans les lanceurs d'alerte, donc j'ai beaucoup travaillé sur les lanceurs d'alerte, c'est quand même des gens qui se mettent en danger, les lanceurs d'alerte, parce que quand on voit ce qui peut se passer, des cancers inexpliqués ou des dangers liés à l'environnement, un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui va donner des informations sur quelque chose où il y a du lobby derrière, donc il y a des personnes qui ne veulent pas que l'information soit donnée. Bien il y a sûr. énormément de femmes qui, à un moment donné, ont dit, mais moi, ma carrière, j'en ai rien à faire. Là, il y a quelque chose qui ne va pas avec ma conscience, il faut absolument que j'en parle au monde. Et ce sont des femmes qui souffrent aujourd'hui parce qu'elles ne sont pas protégées. Et qu'on dise qu'elles sont hystériques. Quoi, quand tu parles des part. lanceurs d'alerte, j'en profite pour parler de cela, mais vite fait, parce qu'on en a parlé dans l'actu. Peut-être qu'on en a moins parlé, parce que c'était aussi l'actualité de l'élection présidentielle, c'est de Julian Assange, qui va être extradé vers les États-Unis, alors qu'il a été lanceur d'alerte, effectivement. Il est actuellement en Grande-Bretagne et il sera vraisemblablement extradé. Hein, Mais moi, c'est par amour pour ces personnes-là que j'ai écrit ce roman. C'est-à-dire que quand je vois que ce sont des gens qui disent juste des vérités. La vérité, Ils disent des vérités pour aider un peu l'humanité, essayer de sortir de... Voilà, c'est quand même des choses qui se sont passées dans les guerres, des choses graves. Et ils se retrouvent à risquer 175 ans de prison. Et tout ça, c'est pour faire peur aux gens qui veulent dire la vérité. Bien sûr, la vérité. Et je trouve quand même que dans ce monde... En tout cas, de toutes les personnes qu'on peut connaître dans la vie politique, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup plus de personnes qui ont triché, qui étaient des hommes, je suis désolée, que des femmes. Donc, j'ai tendance à elles étaient moins aux responsabilités aussi, quoi. Ouais, c'est ça aussi, vrai. c'est la loi des normes, quoi. Oui, elles C'est étaient la loi, moins bien sûr. exposées parce que tout simplement pas là. Oui, pas là, voilà. Bon, après, il y en a qu'on a pu critiquer ou très peu, quoi. Très peu. Voilà. On va pas dire qu'elles sont à tout prix bonnes, mais bon, c'est vrai qu'elles ont moins de chances d'être mauvaises parce qu'elles sont moins en poste aussi. Tout simplement. Hein, Jessica? C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de femmes. C'était pour passer le jingle, mot de femme. On est dans les sujets, là. On est dans les sujets. On parle des femmes, de leurs responsabilités. Moi, je voudrais qu'on parle avec Patricia Donc, tu nous as dit que tu étais esthéticienne, mais tu es aussi impliquée dans la Ligue contre le cancer. Tu es administratrice. C'est et ça. tu t'occupes notamment des actions en faveur des malades et des aidants. Pourquoi tu t'es engagée? Qu'est-ce qui t'a amené à choisir cet engagement bénévole, Alors, oui, citoyen et bénévole? Oui, c'est bénévole. En fait, je pense que ça doit faire partie de mon ADN. C'était peut-être un petit peu en sommeil. J'ai mon oncle Victor Fouche qui faisait partie des membres fondateurs de la Ligue contre le cancer Comité Martinique, qui est une association qui va avoir 60 ans, donc qui est née en 62, l'année de ma naissance. Ça fait quand même beaucoup de concordance. Hein. On a pas mal voyagé de par la carrière de mon papa et en fait, il a toujours souscrit en don au Comité Martinique parce que c'était son peuple et qu'il fallait qu'il y participe. Donc je crois qu'en fait, voilà, ça a toujours été un peu sous-jacent. J'ai eu mon propre passage aussi de besoin puisque j'étais accompagnant. Et puis, une fois ce temps passé, ce travail de deuil passé, j'ai senti pour moi qu'il était nécessaire, qu'il était temps que je m'engage et que je puisse moi aussi aider et accompagner les malades et leurs proches. Parce que le cancer, donc c'est une maladie qui touche, peut-être que tu vas nous donner quelques chiffres, donc qui touche beaucoup d'entre nous, beaucoup de Martiniquaises et de Martiniquais.
Il y a le cancer du sein notamment, le cancer de la prostate, qui a été reconnu d'ailleurs comme une maladie professionnelle dans certains cas. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de... Et puis il y a le cancer qui touche aussi les enfants. Et je crois que tu agis, enfin en tout cas que la Ligue contre le cancer a des projets aussi. Alors en fait, c'est une association qui est généraliste sur l'ensemble de cette pathologie, qu'il s'agisse de femmes, d'hommes ou d'enfants. Première chose. Deuxième chose, il est important aussi de souligner que nous traitons aussi bien les malades que leurs proches. Alors effectivement, le cancer du sein est le premier cancer chez la femme. Chez l'homme, c'est le cancer de la prostate. Arrive en deuxième position les cancers colorectaux, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Et le troisième cancer, c'est le cancer du poumon, chez l'homme et la femme. Chez les enfants, on va trouver le premier cancer, c'est la leucémie. Chez l'enfant. On considère l'enfant de 0 jusqu'à 16 ans. Après, il passe sur jeune adulte. Donc, il va rentrer sur la statistique enfant jusqu'à l'âge de 16 ans. C'est donc le premier cancer, c'est la leucémie. Arrive en seconde position, chez l'enfant, le cancer des tumeurs cérébrales. D'accord. Voilà. Et donc, l'action de la Ligue, c'est quoi? Donc, la Ligue aussi collecte des dons. Tu vas nous parler un petit peu de où on en est d'ailleurs. Il y a des moments où vous faites appel à la générosité des uns et des autres. La Ligue, c'est quoi? C'est aussi... Alors, on a pour faire simple et que ce soit bien transparent, on a 4 missions essentielles, qui est donc axée dans un premier temps sur le moteur de recherche. C'est-à-dire que nous allons subventionner, nous allons payer, nous allons contribuer à financer certaines recherches. Chaque année, il y a un choix de recherche. Il y a 2 ans, c'était le cancer pédiatrique. L'année 2021, nous avons donc financé à hauteur de 33 000 € un cancer sur la recherche du cancer de la prostate. Donc chaque année, il y a une thématique sur la recherche. Donc ça, c'est notre premier axe de mission. Le deuxième axe de mission, c'est la prévention. La prévention dans le sens le plus large. Prévention alimentaire, alors là aussi, il y a un fil conducteur qui peut changer chaque année. Le facteur environnemental, l'alimentation, bien évidemment. Tout ce qui est aussi activité physique. Donc voilà, et ça on va le faire en milieu scolaire, mais enfin c'est aussi tout public. Il y a un vrai travail par la prévention, d'éducation aussi, de comportement à avoir. Troisième mission essentielle de la Ligue, c'est l'action, donc la délégation que je conduis, l'action auprès des malades et de leurs proches. Donc ça sous-entend que à partir du moment où un cancer est diagnostiqué, qu'il s'agisse d'un homme, d'une femme ou d'un enfant, on va intervenir sur tout ce que l'on appelle les soins de support, soutien psychologique, gymnastique adaptée, soins socio-esthétiques, mais également l'action sociale. Nous intervenons financièrement auprès des malades. Là aussi, c'est des budgets qui frisent les 60 000 € par an. C'est une maladie qui est paupérisante, qui est fragilisante. Quand on est malade, quelqu'un qui tombe malade doit pouvoir débourser 60 000 €. Non, nous versons en aide auprès des malades par année. Mais enfin bon, voilà, vous êtes diagnostiqué, vous pouvez pour la plupart du temps plus travailler. Donc vous n'avez plus les ressources auxquelles vous pouvez avoir le reste du temps. Et donc ça fragilise, on aide par l'intermédiaire de l'intervention de notre assistante sociale. Et globalement c'est à peu près 60 000 € pour vous. Ouais. D'accord, voilà. ok. Pour moi, ok. Très bien. La dernière mission essentielle de la Ligue, c'est ce qui concerne le droit des malades. D'accord, c'est quoi? Eh bien, écoutez, par exemple, avoir droit à faire légitimer le droit à avoir accès à tout simplement votre dossier de santé, la protection des enfants, la protection du malade, voilà, quels que soient les... Et juste quand on parlait de la recherche et de la recherche, donc la Ligue de la Martinique fait partie de la Ligue contre le cancer au niveau national, je présume? Nous avons une fédération qui est basée à Paris, et cette fédération compte 106 comités régionaux. D'accord. Voilà. Donc vous contribuez globalement à la recherche. Alors nous avons une obligation de contribuer, mais chaque comité choisit vraiment son axe de recherche. D'accord. Et donc, aujourd'hui, est-ce que les Martiniquais, est-ce qu'on est donateur? Est-ce que c'est suffisant? Alors, c'est jamais suffisant parce que les besoins, effectivement, sont grandissants. Malgré tout, je crois qu'aujourd'hui, pas une famille ne peut pas considérer être touchée de près ou de loin par un cancer d'un de ses parents. Donc, je crois que c'est une problématique aujourd'hui que tout le monde connaît.
tout le monde y est plus ou moins confronté et donc reste quand même malgré tout très solidaire. Très mobilisé. Très solidaire. Alors c'est toute l'année, effectivement. Quand on parlait tout à l'heure de soins de support, très clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez, nous travaillons en partenariat avec des réflexologues et des sophrologues, le malade et l'accompagnant ne payent rien. Ça ne veut pas dire que c'est une prestation qui est gratuite, mais nous allons nous prendre en charge cette prestation pour le malade ou pour le proche, par exemple. Et pour la prévention, on a parlé avec Jessica tout à l'heure de la prévention pour la mer, pour la pollution, etc. La prévention, on sait qu'il y a des cancers qui peuvent se guérir, qui se guérissent si ils sont diagnostiqués à temps. On le dit. Mais clairement. Par exemple, le cancer du sein ou le cancer ou d'autres cancers. Je ne veux pas dire de bêtises, mais voilà, la plupart des cancers. En fait, la plupart des cancers, s'ils sont diagnostiqués à temps, alors il y en a qu'on ne peut malheureusement pas diagnostiquer suffisamment tôt, notamment ceux qui sont des organes mous comme le pancréas. C'est bien souvent les plus douloureux. Mais aujourd'hui, il faut... Enfin, nous souhaiterions changer cette image qu'est le cancer. Oui. C'est-à-dire que très clairement... le cancer, tu meurs. Quoi. Non, aujourd'hui, c'est plus mais non, mais il y a des gens qui pensent ça. C'est encore attaché. Voilà. Alors, ça devient... J'avoue, la dernière fois que je suis allée faire une mammographie, j'ai pas dormi pendant plusieurs nuits. Je regardais mes enfants en me disant... c'est vrai que c'est impressionnant quand même. On a toujours cette image. Enfin, ça reste une maladie grave, il ne faut pas non plus voiler la face. Oui. Ça reste une maladie grave, on ne parle pas d'une grippe. Oui, mais on peut en survivre aussi. Mais très largement. Ce que dit Patricia, il faut se faire diagnostiquer. Par exemple, il y a des campagnes qui sont faites notamment avec le GIPROM. Le GIPROM, que ce soit le cancer du côlon, le cancer colorectal, le cancer du sein aussi. En fait, tu as des radios qui te sont prescrites. En fait, figurez-vous qu'à partir de 50 ans, tu ne paies pas non plus. Oui, parce que c'est pris en charge. Alors, il y a plusieurs problématiques. Figurez-vous qu'effectivement, il y a ces campagnes de dépistage qui sont organisées. En fait, peu de gens y répondent. C'est vrai. Et ils répondent pourquoi? Parce que, tout simplement, confrontés à cette peur et cette angoisse, si jamais on trouve quelque chose. Ça, c'est vrai que moi, je repoussais quelque part, parce que quelque part, tu te dis, bon, c'est impressionnant. C'est au cas où. Moi, c'est ma tante qui m'a un peu impressionnée, parce qu'elle a eu ses cancers du sein. Et elle a survécu, et non, je la trouve encore plus belle, parce que des fois, quand tu es survivant aussi, tu portes quelque chose de différent. Et maintenant, grâce à elle, j'avoue, j'ai moins peur. Je me dis, bon, chacun, on a la vie qu'on a, et à un moment donné, il faut qu'on affronte les choses. Je vois toutes ces femmes, tous ces hommes qui traversent des choses hallucinantes et qui arrivent à un moment donné à dépasser leur peur grâce au fait qu'ils sont accompagnés. Parce que c'est sûr qu'il n'y a rien de plus rassurant que de se dire qu'il va y avoir des associations ou des structures qui vont pouvoir nous aider rien que psychologiquement à accepter ça. Moi, je suis heureuse de savoir que ça existe. Ça me rassure en tout cas. Mais tu as vu, c'est rigolo, Patricia, parce que vous accompagnez les malades et les aidants, donc les gens qui sont malades, mais il faudrait presque accompagner tous ceux qui ne sont pas malades, mais qui pourraient le devenir par faute de prévention et d'aller faire les tests. C'est vrai, c'est vraiment à ça qu'est toute l'utilité de ces campagnes de prévention. Et puis, au-delà de ça, dans la prévention, il y a aussi une démarche de son fonctionnement dans le quotidien qui, aujourd'hui, là aussi, ce qui a un petit peu changé, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, on peut être diagnostiqué d'un cancer, c'est pas parce qu'on a fait quelque chose ou qu'on n'a pas fait quelque chose. Oui. Aujourd'hui, on le voit par exemple sur des tumeurs au niveau des poumons, on a des personnes qui sont diagnostiquées qui n'ont jamais fumé. Oui. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, les campagnes, allez-y, des campagnes de dépistage. Vous avez plus de 50 ans, c'est prise en charge. Allez-y. Mais la problématique, c'est toute la population avant 50 ans. Oui. Mais alors, moi, il y a quelque chose quand même sur la prévention. On parle de la prévention. Moi, je trouve qu'il faut aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas... il y a quand même des impacts environnementaux. Là, on est sur une île, on sait qu'il va y avoir la montée des eaux, on va peut-être perdre 5% du territoire martiniquais. Toutes ces crises qui arrivent, donc le fait aussi de l'insécurité alimentaire, le fait qu'on est encore dans l'exportation, très peu dans la résilience. On a des sargasses, le sucre. Alors le sucre, excusez-moi, mais moi mes enfants quand je vois ce qu'on peut avoir dans les goûters, je me dis c'est impressionnant. Alors qu'on a des jus qui sont sucrés naturellement, même les jus locaux que j'achète, je me dis c'est pas possible. Comment c'est possible ce jus de goyave, rien que quand tu le bois, il est délicieux, ils sont plus sucrés. Et moi, je il y a eu trouve des lois qui ont été que la prévention, mais en fait, qui ne sont pas appliquées. La prévention, elle doit arriver avant. C'est-à-dire, on est en Martinique. Moi, j'ai développé de l'asthme depuis que je suis en Martinique. Il y a la brume des sables, plus des voitures partout. On développe très peu le transport. À un moment donné, il faut développer encore plus tout ce qui est transport par bateau. Rien que pour diminuer les cancers. On va t'expliquer que c'est pas rentable. Oui, mais moi, je dis que c'est pas rentable, mais sauf que combien ça coûte aussi la gestion des cancers. C'est du service public. Ce sont des services publics. Je suis d'accord, mais le
cancers, toutes les maladies, toutes les. Bien sûr. Combien ça coûte? Le chlordécone, on parle du chlordécone. Toi, tu parles de ça, en fait. Moi, je parle des pesticides parce que je dis qu'à l'intérieur, on est en Martinique, on parle du chlordécone, mais c'est pas que le chlordécone. Il y a 80 molécules de pesticides. On fait une fixation, d'ailleurs. On fait une fixation sur le chlordécone, donc c'est un scandale. Enfin, bon, on peut considérer que c'est un scandale et c'est un scandale qu'il faut réprimer. Mais on continue à importer. Mais il faut aussi parler de toutes les autres substances. Et aussi, une fois, enfin, on a déjà parlé aussi, je crois que c'était avec Aude Brador, d'ailleurs, on a parlé aussi de l'assainissement aussi qui pose un problème sur les masses d'eau. Aussi, il n'y a pas que le chlordécone. Mais tout cela, ça va. C'est pas les seuls facteurs d'un cancer. Non. Parce que c'est vrai qu'il y a autre chose. Il y a le stress, il y a aussi des maladies de la génétique, il y a des choses qui font qu'on a des cancers. Mais tous les facteurs environnementaux et les crises climatiques qu'on va passer derrière, si on est en mauvaise santé, c'est comme un écosystème marin. S'il est en mauvaise santé, chaque crise qu'il va prendre, il n'arrivera pas à se remettre. Non, mais c'est des facteurs aggravants. C'est des facteurs aggravants et même ça peut provoquer, on le sait, parce qu'avec les pesticides, et on ne sait pas tout. Moi, c'est ça en tant que scientifique que j'essaie d'expliquer. Le stress, moi j'ai envie de dire, je pense souvent, enfin, quand on parle de cancer, je pense à David Servan-Schreiber, qui a écrit Anti-cancer, qui a été best-seller, c'est un monsieur qui était médecin, à qui on a diagnostiqué un cancer, qui était assez jeune, et il a tenu 20 ans. Il a fait des recherches très poussées sur la façon de s'alimenter. Et en fait, lui, il a parlé du sucre. Il a fait dans son bouquin Anti-cancer, il a beaucoup parlé du sucre, de l'industrie du sucre précisément qui alimente. Mais parce qu'en fait, tout simplement, quand on s'alimente de manière très sucrée et qu'on a un cancer diagnostiqué, ça va nourrir les cellules cancéreuses. Bien sûr. Mais là, je pense qu'il y a un investissement qui doit être réellement pris, un engagement qui doit être pas seulement au niveau individuel, mais au niveau collectif. Alors nous, même politique, comme tu disais tout à l'heure, Jessica. Au niveau Ligue, on sensibilise, mais via notre fédération, même au niveau national. C'est hyper important qu'il y ait une mobilisation sur, effectivement... Et en fait, David Servan-Schreiber, dans cet ouvrage notamment, il en a écrit plusieurs, il dit les causes du cancer, donc il y a peut-être des causes génétiques aussi, mais les causes du cancer, c'est l'environnement, les pensées, donc c'est un environnement nocif, des pensées nocives, donc c'est pour ça qu'ils pratiquaient la méditation, et puis l'alimentation, effectivement. Donc c'est un ensemble de choses, et effectivement, l'environnement est aussi important. Oui, surtout qu'on est amené en plus à avoir de plus en plus de crises environnementales, et on le voit, rien que cette pandémie qui est liée quand même aussi à des dégradations d'écosystèmes, cette brume des sables qui est liée à la désertification, à des courantologies, les sargasses qui arrivent de plus en plus de l'Amazon, donc on est vraiment très liés même à l'Amazonie. C'est ça que je trouvais ça fabuleux quand on parlait tout à l'heure de la mer qui nous relie tous, et c'est ça qui est intéressant, c'est que quelque part, on voit bien qu'on est sur une île, ok, mais en fait on est connecté avec tout le monde. On est connecté avec le désert qui nous apporte du sable avec toutes les pollutions qui vont avec. Mais plus qu'avant, parce que moi, jeune, enfin je ne sais pas si toi, Patricia, tu t'en souviens, si tu étais là, mais moi, j'ai connu des brumes de sable, mais pas autant. Mais c'est parce que ça. Mais c'est parce qu'il n'y a plus que du sable, c'est pas que du sable. Mais c'est parce que le désert progresse. Je pense. Il y a plus que du sable. Le désert progresse. Oui, donc il y a déjà ça. La courante eau change. Pourquoi la sargasse, elle arrive aussi? Pourquoi on a autant de sargasses ici? C'est que c'est pareil. En Amazonie, il y a les gardiens des forêts. Donc là, j'en parle dans mon histoire parce que moi, ça me passionne cette histoire de gardiens de l'environnement. Ceux qui gardent les mers et les forêts, c'est des gens. Il faut savoir qu'il y a des centaines de gardiens qui meurent chaque année parce qu'ils sont en fait tués par tout ce qui va être lobby. Les gardiens des forêts qui vivent en Amazonie, c'est leur maison, l'Amazonie. Bien sûr. Et ils sont obligés de se battre, de s'accrocher aux arbres. Ils sont assassinés par tous ceux parce qu'il y a le pétrole, il y a les élevages, il y a le bois, il y a l'or. Et il y a des endroits où c'était de la forêt où il n'y a plus rien. Et tout ça, ça fait que dès qu'il pleut, tout ça, ça va s'éroder, ça va aller en mer, il va y avoir de plus en plus de particules et ça va nourrir les algues. Donc de plus en plus, les radeaux d'algues vont être importants. Et je sais pas... Les quoi? Les radeaux d'algues. Toutes les algues, les radeaux d'algues. Les radeaux. Et en fait, c'est impressionnant parce qu'on se retrouve asphyxié. Et toi, tu vois une issue... je vois une issue, oui, parce que j'ai envie d'en voir une, parce que j'ai des enfants, moi. Ça nous semble ça, Jessica. On va sortir de ça ou pas? Mais moi, je vois ce qui est intéressant dans le rapport du GIEC, et c'est la seule issue. C'est la coopération. Oui, ils disent la coopération. C'est la seule issue. Voilà. Ils ont mis tous les scénarios, ils ont dit, bon là, c'est la cata. Là, c'est encore pire que ce qu'on croyait, sur les 1,5 degrés. Non. Donc, ils disent qu'on a 3 ans pour sortir. Ils disent qu'on a 3 ans pour prendre des mesures énergiques. Sinon, effectivement, on va les dépasser allègrement les 1,5 degrés d'augmentation d'ici la fin du siècle. Et là, c'est la catastrophe. Voilà. Mais alors, pour la sargasse, moi, je dis, on est liés.
on est lié avec les autres territoires. Donc c'est pas chaque pays tout seul, c'est tout le monde, parce que quelque part, si en Amazonie... Il faut qu'il y ait un engagement collectif. Il y a un engagement collectif. Deux, c'est sur la consommation. Oui, si on continue à utiliser du bois, si on continue à manger autant de viande, de poisson, de tout ça, on va pas s'en sortir. Donc à un moment donné, il faut que ça soit les peuples qui s'organisent. Et c'est un peu le rêve de mon histoire. Et c'est pour ça que je vois quelque chose de positif dans le fait qu'on soit capable d'échanger comme on le fait aujourd'hui avec les gens qui ne nous ressemblent pas forcément, qui viennent des autres peuples, parce que là, on arrive à un moment de l'histoire où on va se rendre compte que de toute façon, quels que soient les peuples, on a tous nos failles et nos forces, mais on est tous liés et on est tous dans le même bateau. Tout à fait. On va revenir plus précisément à la bascule. On devrait avoir tous les mêmes intérêts, en fait. Alors ça, l'intérêt, c'est... Oui, on devrait avoir tous les mêmes intérêts. Oui, mais bon, on est dans un monde inégalitaire. Donc, mais on est dans un monde aussi qui est avant tout économique et qui est... Non, mais il y en a qui préparent des... Enfin, ça, c'est mon côté un peu anticipation. Il y en a qui préparent la suite. Ils sont en train de faire des navettes spatiales pour partir. Non, je vais trop loin. Ça, je vais trop loin. Mais c'est vrai, mais moi, je trouve que c'est cynique. Tous ces gens-là, ils ont les milliardaires, ils mettent je ne sais pas combien d'argent sur la table et puis ils ont déjà prévu le plan. Oui, mais ça, c'est comme le Titanic. C'est ceux qui vont prendre les radeaux pour partir. Mais nous, on sera dans la cale. Alors il faut qu'on s'en sorte avec... On va parler de la bascule. Mais juste comme tu parlais du GIEC, le rapport du GIEC, le 6e rapport du GIEC, donc le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a qualifié d'atlas de la souffrance humaine. Donc il y a des choses négatives et des choses positives. Les choses négatives, on en a parlé, c'est-à-dire qu'il faut faire beaucoup plus dans les 3 ans qui viennent pour pouvoir ralentir le rythme, si tu veux, de changements aussi dramatiques et radicaux qui vont nous affecter en tant qu'insulaires, qui vont affecter notamment l'Afrique, qui vont affecter d'autres continents. Mais donc les conclusions, c'est les effets du changement climatique sont de plus en plus évidents. Les adaptations contre le changement climatique, heureusement, se développent. On parlait des jeunes. Les jeunes sont peut-être plus enclins à comprendre ce qu'ils vont devoir vivre. Et donc, ils s'y préparent. Les facteurs améliorant l'efficacité des adaptations incluent la coopération internationale. Donc là, on progresse. Mais même si M. Trump était sorti des accords de Paris, et bon, là, ils ont un peu changé. La question des villes est aussi centrale et très, très, très importante. On a des mastodontes qui se créent, mais là, il faut gérer ces questions-là. Et puis, il y a un focus sur l'Afrique. Et l'Afrique... ils disent que l'Afrique, là, il y a un problème d'affectation des ressources pour aider l'Afrique à lutter contre les effets du changement climatique. Et là, il y a un gros travail à faire, voilà, entre autres. Mais bon, je vous promets de lire plus précisément le rapport du GIEC, mais je ne vais pas trop flipper, enfin voilà. C'est vrai que c'est pas facile. Ça fait peur, ça fait peur. Mais quand on est dans les sciences, en tout cas dans la biodiversité, c'est très difficile. Il y a beaucoup de personnes qui perdent le moral, en fait. Parce qu'on n'entend pas, c'est la réalité, on le voit en plus, parce que quand on travaille sur les écosystèmes marins, on les voit, les dégradations à l'œil nu. C'est-à-dire là, on a des oursins qui sont malades. Toi, tu vois ça? Mais oui, là, il y a des oursins qui sont malades, il y a des coraux qui sont malades. Donc, à cause de quoi, donc? Là, c'est à cause, justement, c'est multifactoriel, c'est comme les cancers. Donc l'assainissement, les sargasses. L'assainissement, les sargasses, on voit que je suis allée plonger sous les sargasses pour une thèse qu'on finance notamment sur l'impact des sargasses sur les écosystèmes, et il y a des endroits où il n'y a plus rien dessous. C'est-à-dire tout est mort. C'est quoi? C'est l'hydrogène? Oui, c'est en fait... Non, et puis la lumière qui ne rentre pas. Alors déjà la lumière, plus l'acidité, ça se concentre, c'est des concentrations de pollution, c'est le fait que tout s'asphyxie en fait, c'est l'asphyxie. Et c'est vrai que quand on travaille dans ces domaines-là, moi je vois dans la biodiversité, il y a beaucoup de personnes qui perdent le moral. Et moi c'est pour ça que j'ai voulu écrire quelque chose pour me dire, c'est pas possible. Il faut qu'on y arrive. Mais en même temps, il ne faut pas tout dévoiler. Donc tu as vu comment on parle bien de ton livre, hein? Tu as vu comment on parle bien de ton livre? On a parlé de la Ligue contre le cancer, on a parlé du GIEC, et là, on va venir un petit peu. Moi, il ne faut pas trop dévoiler le livre, il faut que les gens aillent lâcher 507 pages. Mais bon, donc la bascule. La bascule, c'est quoi? C'est le moment où tout est possible, ou le moment où, quand on passe derrière, on est, comment on dit en créole, c'est tchut-tchut. Alors justement, c'est une bascule qui est à la fois caribéenne, africaine, de l'Amazone, voilà. Mais c'est vrai que ça part de la ville, parce que maintenant, on est dans même notre île, c'est une ville géante, quoi. C'est une ville en tout cas. On est sur le système de ville, c'est-à-dire c'est une bande de personnes qui se disent bon justement, il y a aussi il y a un lien aussi avec la maladie, mais qui se disent bon, il faut à un moment donné qu'on s'en sorte. Donc c'est pas possible. Et donc ils tissent dans les années 2028, encore, ils tissent une bascule où ils disent bon nous on va faire basculer une ville et petit à petit ils vont réussir, ils vont mettre en place des choses. Mais en fait, c'est des éléments dont on parle tout le temps dans nos discours, sauf que là, on sort des discours et ils vont aller... C'est les colibris, Ils vont aller le faire pour de vrai. C'est les colibris. On passe à l'acte, d'où la bascule. Non, mais ils se donnent un rendez-vous, en fait. Ils se disent, puisque c'est comme ça, les politiques et tout ça, on n'en peut plus. Là, on se donne une date.
Donc ils se donnent un rendez-vous, je ne vous le donne pas, parce que vous y serez, j'espère, hein, toutes les deux. Et donc ils se donnent un rendez-vous pour changer toute une ville, qui vont faire basculer dans tout ce qui va être collaboratif, donc d'autres systèmes de pensée, d'organisation, des jardins, des choses comme ça, enfin quelque chose de plus humain. De plus humain, mais en même temps qui va aller vers la survie et la résilience. Et en fait, ils vont se rendre compte le jour J que les gens du monde entier ont envie de faire ça, de prouver que c'est possible. Et après, il va y avoir d'autres bascules. C'est pas trop tard. Parce que si c'est trop tard, on n'a plus rien à faire. Puis c'est pas trop tard. Et puis l'espoir. Non, mais de toute façon, ce n'est jamais trop tard pour s'en sortir. Il y aura toujours un moment où même si tout le monde ne s'en sort pas, on va réussir à trouver des solutions. Parce que quand même, on est une espèce qui est capable de créer des symphonies fabuleuses. Donc on doit être capable de faire des choses. Je valide ça à 100%. Je crois qu'effectivement, tu as des petits groupuscules qui ont des initiatives intéressantes. Regarde ces histoires de jardins partagés. Enfin, c'est un truc qu'on n'a jamais entendu. Et puis maintenant, ça devient de plus en plus... Et maintenant, ça se fait ici. Donc en fait, je trouve... je crois. Et ça essaime, tu vois. Et je crois que effectivement, si par petits groupuscules de gens avertis et de gens mobilisés s'engagent chacun, même si c'est des petits groupes isolés, chacun à faire quelque chose, à s'engager pour le demain, et ben ça va finir par faire du collectif. Et pour le coup, je pense que c'est peut-être un peu... Et peut-être que ça va du coup mobiliser la classe politique. Oui, mais il ne faut pas que ce soit trop tard. Alors, tard... Parce que si tu veux, tard, parce que le GIEC te dit 3 ans, quoi. C'est sympa que le petit, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, il faut que ça soit... Il faut que ça fasse effet boule de neige. De toute façon, c'est déjà trop tard pour beaucoup de choses. On a perdu énormément d'espèces qu'on ne reverra plus. Je veux dire, c'est trop tard pour le lamantin de Martinique qui n'existe déjà plus. C'est trop tard pour des... Il y avait une réintroduction en Guadeloupe il y a quelques années. Ça a foiré. Je veux dire, à un moment donné, si les pressions, elles sont encore là, on ne peut pas restaurer la biodiversité. Tout ça, c'est du vent qu'on nous envoie pour se dire que c'est possible, mais c'est encore une fois de la communication verte ou des choses comme ça. Donc oui, c'est déjà trop tard pour énormément de choses et d'écosystèmes. Mais c'est pas trop tard pour tout, parce que la vie, elle nous a prouvé qu'elle était digne de surprise à chaque fois et elle est exceptionnelle et c'est pour ça qu'on l'aime autant en tout cas. Et donc, il y aura forcément des choses qui vont se tisser et il y aura de la solidarité. Il n'y a que par ça que, pour moi, il n'y a que la coopération qui peut nous faire nous en sortir. Et puis aussi le retour, parce que tu parlais des jardins partagés. Nous, on a reçu une enfant, Annick Jubénaud, que je salue d'ailleurs, qui est à la tête de l'Assotet. Donc c'est une association donc, qui fait revivre aussi cette culture de solidarité autour, effectivement, du labour, etc., qui s'occupe aussi de jardins partagés. Il faut faire confiance aussi à ces savoirs anciens, ancestraux. Il faut faire confiance à ça. Et c'est pour ça qu'il faut transmettre, en fait. La culture, c'est quoi? La culture, c'est effectivement un lien qu'on tisse et qui a la mémoire aussi de comment on se maintient en vie aussi, non? Exactement, et surtout que dans chaque peuple, il y a des solutions. Exactement. Chaque peuple, d'où qu'ils viennent, que ça soit, quand on regarde, là j'étais avec Carisco qui me parlait des Amérindiens, de l'histoire de la Caraïbe, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on a encore, qu'on a gardées de la Caraïbe, des Amérindiens, mais qu'on a oublié que c'était d'eux. Mais par contre, il me disait, dans les étoiles, nous on va voir un capricorne ou je sais pas, un scorpion, mais eux ils voyaient plutôt une baleine. Enfin, ce qui est fabuleux, c'est qu'avec des regards différents, finalement, on a chacun réussi à trouver les moyens de pouvoir naviguer, par exemple, en mer, avec des embarcations différentes. Donc, chaque peuple a une solution, a des solutions, et c'est ensemble qu'on va pouvoir apporter des choses. Et c'est sûr que si on s'écoute... Mais c'est évident qu'il y a un vrai travail, selon moi, de transmission. Mais je crois que même nous, adultes, c'est bien aussi de nous rappeler à l'ordre. Oui. En fait. Parce que du coup, ça nous interpelle. Et peut-être qu'effectivement, on se dit, mais en fait, il faut qu'on arrête avec... Mais on passe à la bascule, peut-être. Mais on est quand même pas mal. Enfin, c'est bien qu'on ait Jessica, parce que Jessica nous amène dans un autre monde, un peu dans l'eau d'ailleurs, puisque tu travailles au Parc national. Mais on est quand même très consommateur. Alors, on est quand même très suiviste. On est quand même très tourné vers des choses qui ne sont pas forcément essentielles. Il faut qu'on fasse notre autocritique. Mais parce que ça aussi, c'est l'effet mondialisation. Je veux dire qu'aujourd'hui, on a accès à quel moment la prise de conscience? Non, parce que les enfants aussi. Mais c'est des mouvements contradictoires. Excuse-moi. Il y a les enfants, effectivement, qu'on peut ramener vers ces savoirs-là, qu'on peut ramener vers cette... Parce qu'ils subissent, on peut leur dire, ouais, il y a 5% du littoral qu'on va perdre. Mais ces enfants-là aussi, il faut veiller à ne pas trop les enraciner dans cette surconsommation dans laquelle nous, on est...
Nous, on est encore plus, d'ailleurs, j'ai envie de dire, on ne va pas culpabiliser parce qu'on est martiniquais, mais c'est la réalité ou pas? C'est la réalité. C'est ça la contradiction, c'est ça la difficulté. Mais on a aussi un pouvoir, parce qu'en fait, il faudrait faire de ce monde un jardin créole. Moi, c'est ça que je me dis. Parce qu'en fait, rien que dans le jardin créole, on se rend compte que chaque espèce nourrit l'autre espèce. Il y en a qui pourraient dire que c'est désorganisé, mais en fait, tout est très organisé. Très organisé. Et c'est pareil sur l'océan. Quand on voit le récif corallien, cette association entre le végétal et l'animal. Donc en fait, c'est vrai qu'on a pris des défauts avec cette consommation, cette surconsommation. Et moi, je déteste aller dans un centre commercial. C'est vraiment l'endroit où je me sens oppressée. Je me dis, mais toutes ces affiches, ces publicités. Donc évidemment qu'il va y avoir un changement à faire et qu'il va falloir que chacun prenne conscience des choses. Mais de plus en plus, et on le voit il y a de plus en plus de personnes qui se mettent à reprendre le la sauté, à refaire des traditions aussi, même au niveau de la danse, au niveau de la culture locale, du créole. Là, moi, je suis maintenant abonnée à un magazine pour les enfants où que c'est juste des histoires de la Caraïbe, voilà. Et de plus en plus, les personnes recherchent le sens de leur vie, la spiritualité qui revient, et pas forcément la religion et tout ça, juste la spiritualité de se dire, mais attendez, on est là, on partage un moment ensemble, il va bien falloir qu'on ne soit pas chacun de notre côté et qu'on reprenne le sens de la vie. Et puis le dialogue. C'est quoi le peuple des gens qui doutent? Alors c'est vrai ça que s'écrit derrière, le peuple des gens qui doutent. Le peuple des gens qui doutent, c'est nous, c'est-à-dire c'est les personnes qui ne sont pas toujours dans la certitude d'une vérité, c'est-à-dire de se dire moi j'ai raison, moi je sais que, moi voilà, et je trouve que justement dans le monde, que ça soit scientifique ou politique, on est toujours dans cette absence de doute. Et quand on travaille sur la mer, on sait que la mer, elle est pleine de mystères. Il y a plein de choses qu'on découvre chaque jour sur la mer et on va mourir avec tous ces mystères dans la tête, et tant mieux. C'est le fait d'apprendre à rester humble et de se dire que même si on ne sait pas tout, on peut quand même s'engager et essayer de faire qu'on va faire du bien à nos proches. Moi, je me dis toujours que si chacun de nous rend 5 personnes heureuses, c'est déjà suffisant dans sa vie. Ça voudrait dire qu'il y a 5 personnes heureuses, il y a 5 fois plus de gens heureux que de personnes sur Terre. Donc, c'est juste de se dire qu'il faut garder le doute, il ne faut pas être trop dans nos certitudes, il faut accepter aussi les autres cultures, les autres religions, les autres... voilà. Et qu'ensemble, donc le peuple des gens qui doutent, ils ont décidé de mettre leurs doutes de côté pour se dire, nous on croit que c'est possible, même avec nos différences, avec nos failles et avec nos blessures, et ça me fait beaucoup penser à la Martinique d'ailleurs, qu'on va pouvoir réussir à construire ensemble. Ça va être difficile, parce qu'il y a des blessures, il y a de la colère, mais on va réussir à construire ensemble, parce que de toute façon, la vie, elle est quand même courte, il va bien falloir qu'on s'en sorte. Et c'est une chanson en fait d'Anne Sylvestre qui dit... J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui doutent et qui se contredisent sans se dénoncer. Et qui se contredisent sans se dénoncer. C'est les gens, en fait, c'est pas des gens connus, c'est tous les gens du quotidien, mais qui sont là, qui existent et qui chaque jour nous font peut-être un sourire, une petite blague. C'est pas des stars, mais ce sont des gens qui sont là et qui nous font du bien. Alors juste un petit extrait pour vous mettre et pour nous mettre en appétit. Donc, il y a toutes sortes de vies, des plantes sous-marines à fleurs, des animaux à plumes, des arbres à feuilles qui poussent dans la mer, et il y a des gens comme moi, des humains de passage dans le grand cycle de la vie, des gens de passage qui se voudraient éternels, c'est peut-être ça le problème. Notre espèce est récente, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'agit d'une espèce douée de bizarrerie. Voilà. Et puis alors, on parle aussi de glacophile, de oophile. C'est quoi ça? Non, mais en fait, justement, je voulais montrer, parce que c'est vrai que j'adore notre espèce. Je suis curieuse de notre espèce. Elle est quand même bizarre, notre espèce humaine. Autant dans les beautés, les tragédies et ça. Et les travers. Et les travers, mais elle aussi. Est riche. Elle est riche en diversité. Et des fois, je me dis, on est vraiment des drôles d'humains. Voilà, donc un glacophile, c'est un mec un peu spécial. En fait, c'est tous ces gens qui. En fait, j'ai cherché dans les mots des humains ce qu'on fait. Donc, il y a des gens qui collectionnent, par exemple, des canards en plastique, des canards au plastique. Je me dis, c'est pas possible. On a inventé des mots pour des collectionneurs de canards en plastique. Et je me mets à la place d'une baleine. Tu sais, la baleine à bosse qui vient chez nous pour pondre, pour enfanter en ce moment, là, elles sont là. Et je me dis, si elles pensaient comme nous, elles nous regarderaient. Elles fait non, vous faites des collections de canards en plastique et vous avez un mot pour ça, des canards au plastique. Non, mais c'est drôle. Et le oophile, c'est. C'est pas ceux qui collectionnent les œufs. Les œufs, non, les coquilles. Les coquilles d'œufs. Non, mais il y a des, voilà. Et tout ça, ça existe dans l'espèce humaine. On est vraiment une espèce fabuleuse pour certaines choses. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui collectionnait le sopalin, les morceaux de sopalin. Ouais, je pense que c'est une mauvaise fréquentation, quand même. Non, mais ça, c'est compulsif. Je rigole, Bon, vous savez qu'on a quasiment fini. Chaque fois, je dis ça sur le même ton, à toutes les émissions. Ça, mais hors de question. Alors, non, c'est hors de question, mais c'est pourtant presque ça. En fait, il reste quelques minutes. Mais alors, avant qu'on termine, je veux vous poser la question rituelle, deuxième. L'homme qui t'a le plus influencé, marqué
L'homme que tu voudrais citer, tu as parlé de ton papa. Ben, je crois que ça reste lui. Mais pas simplement parce que c'était mon papa. Je lui suis tellement reconnaissante des valeurs qu'il nous a transmises, de sa générosité, de l'amour. Et vraiment, je pense que ce que je suis aujourd'hui est en grande partie conditionné par tout ce qu'il nous a transmis. On parlait tout à l'heure de transmission. Il a été très riche de cette envie de nous transmettre. Voilà, je crois que c'est lui, c'est mon papa. Jessica, l'homme qui t'a le plus... Alors là, je suis épatée parce que je pense vraiment que mon père, il est aussi doué d'une générosité qui m'a donné des valeurs fabuleuses. C'est un peu mon phare. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il fait? En fait, mon père, c'est déjà quelqu'un qui s'attache aux gens, qui fait rire les gens. Donc lui, il est capable de faire rire de la boulangère tous les matins. En fait, c'est quelqu'un qui transmet. C'est un empathique. Il est toujours en train d'être dans la transmission. Et donc, cet amour qu'il m'a donné, c'est sûr que ça me porte. Ma mère, c'est la plus engagée, mais voilà, je trouve qu'il y a tellement engagée dans quoi, ta maman? Ma mère, elle est engagée justement dans tout ce qui va être solidarité. Donc, elle est à Marseille, et donc elle a travaillé avec les quartiers pour faire sortir les jeunes des quartiers en mer. Donc, c'est très lié à mon histoire. Donc, je tiens de... Toi, tu es de Marseille, tu es née à Marseille. Je suis de Marseille. Marseille. Je suis une fille mélangée des quartiers de Marseille. C'est pour ça que tu as bien en bleu. C'est pour ça que tu as bien en bleu. Tout ce tableau, de suite. C'est pas faux que le vélodrome m'a quand même transportée. Mais voilà, je trouve qu'il y a plein de personnes sur la planète qui m'ont influencée, mais c'est surtout des gens du quotidien, c'est ça. Après, voilà, je trouve que c'est pas forcément une star, mais des gens du quotidien. Jingle, le mot de la femme. Le mot de la femme, le mot de la fin, Jessica. Tu as le droit de dire tout ce que tu n'aurais pas dit, mais dans un temps un peu limité. Je vais dire aioli. Non, c'est une expression en fait à Marseille pour dire aioli, allez, ça va de bonne humeur et tout ça. Donc je dis venez tous au rendez-vous de la bascule, tous ensemble. Je pense que petit à petit, même si on a des failles, même si on a des moments difficiles dans nos vies, si on arrive à construire ensemble le peuple des gens qui doutent, le peuple des vivants, mais qu'on se respecte et qu'on respecte les autres espèces, parce qu'on n'est pas seul à partager cette planète. Tout à fait. Je pense qu'on peut y arriver, et moi quand je rencontre des personnes comme vous, ça me rassure. Bon, tu n'as aucun regret, tu as dit exactement ce que tu voulais dire. Oui, la bascule. Et puis la bascule, on se procure la bascule. Alors, à la Casabule, au Papillon Bleu, à la Présence Créole, dans les librairies à Fort-de-France. Et voilà. J'essaie de faire ma petite amorce et on me casse mon effet. Voilà. J'essaie de faire ma petite amorce. Il paraît que les gens qui le lisent, ça leur fait du bien, ça leur donne de l'espoir. Ouais. Et donc, ça me fait plaisir. En tout cas, nous, on est heureux de donner de l'espoir aux gens et on essaie de le faire dans Forme. Ce serait quoi le mot de la fin? Peut-être les défis pour la Ligue? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à nos téléspectateurs et téléspectatrices? Eh bien, moi, pour rebondir un peu sur ce que Jessica disait, moi, je crois profondément à la nature humaine, qui sait être bon, qui sait être bonne, qui sait être généreuse. Et je crois que, de manière individuelle, si chacun de nous nous engageons un tout petit peu, on pourrait y arriver à faire de notre planète, de notre vie, de notre santé, quelque chose de positif. Notamment, il faut respecter ses engagements. Mais réellement, je crois que ce n'est pas utopiste et j'y crois, vraiment. Il y a un mot qui est revenu souvent dans notre discussion depuis le début, c'est le mot respect. Qui est revenu, c'est revenu dans ton discours et c'est revenu... Tiens, le mot respect, je crois que c'est un mot que vous avez souvent utilisé. C'est un mot que j'aime bien, respect. En fait, on parlait de transmission. Il y a des choses comme ça qui nous sont transmises sans qu'on en ait peut-être à ce moment-là réellement pris la conscience. Mais ça fait partie aussi de notre ADN. Je crois que oui, effectivement, la notion de respect est une notion fondamentale aujourd'hui. Surtout quand on vient de territoires de mélangés, comme la Martinique, comme Marseille justement, où on est avec des peuples qui ont eu des histoires différentes. Je trouve que le respect, de savoir écouter, de se dire qu'on a chacun des blessures, mais qu'on a beaucoup de choses à créer ensemble, il est important. Surtout dans, je ne sais pas, c'est Chamoiseau qui a écrit hier ou avant-hier, il y a eu les élections, et il a dit qu'en gros, il fallait réveiller l'aube. Il faut qu'on réveille l'aube. Je trouve ça joli. L'aube. Ouais, clairement. Merci d'avoir été là. Patricia, merci Jessica. Donc la bascule et puis la Ligue contre le cancer qui continue donc son travail auprès des malades et de leurs familles.
Donc sur les questions de la prévention, on en a parlé, de la recherche, de l'accompagnement et la quatrième... le droit des malades. Et le droit des malades, voilà. En tout cas, merci, Merci d'avoir été Barbara, sur le plateau. Merci de nous infiniment. suivre sur Zitata. Et moi, je vous retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de Femmes avec des femmes tout aussi extraordinaires et inspirantes. Bye bye, à bientôt. Femme. Femme.